Ok, bonjour à toutes et à tous et merci d'être là pour écouter donc ce cours dans lequel on va commencer à parler d'approximation non linéaire et utilisation éventuellement d'intelligence artificielle. Alors on va commencer doucement par un exemple tout simple pour comprendre qu'est-ce qui peut se passer dans l'approximation de type Kolmogorov pour voir quelle est l'idée sous-jacente. Alors on va commencer par un exemple tout simple qui est qu'on va considérer un problème de type convection, c'est-à-dire on va considérer une fonction qui dépend d'un paramètre mu, où mu va être la donnée de trois nombres A, B et L. Umu est B fois la fonction caractéristique de l'intervalle A plus L pris au sens périodique sur quoi? Sur 0,1. Alors cette fonction-là, vous voyez, c'est une fonction qui, sur 0,1, j'ai A ici, j'ai A plus L là. C'est donc une fonction qui vaut 1 sur l'intervalle A plus L, ou B s'il y a un B différent de 1 à ce niveau-là. Donc c'est une fonction discontinue, ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est que elle est représentative, par exemple, si vous dites que petit a, c'est le temps, et bien vous allez avoir un phénomène de translation dans le temps de cette solution-là, et comme c'est périodique, elle va revenir régulièrement. Donc ça, c'est une fonction type du problème qui se passe dans l'épaisseur de Kolmogorov. On va voir que l'épaisseur de Kolmogorov de cet ensemble de solutions, lorsque mu varie, surtout lorsque A et L varient, B n'est pas trop le problème, eh bien, elle est en 1 sur racine de n. D'accord ? Donc 1 sur racine de n, ça décroît très très vite. Donc ça veut dire que pour avoir une bonne approximation dans ce cadre-là linéaire, il va falloir beaucoup de maths. Et la notion d'espace réduit, du coup, elle prend un coup dans l'approximation. Alors, ici, si on considère que mu est une variable aléatoire et que ce sont des variables aléatoires indépendantes et uniformément distribuées, donc A uniformément distribué sur l'intervalle 0, 1, et pareil pour B et L, mais ça, c'est pas trop important. On est donc en face d'un processus aléatoire, mu étant une variable aléatoire, et on va essayer de comprendre dans quel cadre on est capable de connaître la meilleure base au sens SVD, Karhumenlov, qui permet de représenter cette solution-là. Alors, ce qu'on peut remarquer, c'est que l'espérance de U de mu de x va être indépendant de x, puisque quand on regarde ceci en y, eh bien ça revient à changer A en A plus y, en A plus x moins y, et que comme A est uniformément distribué, l'espérance va être la même. Donc ça, c'est indépendant de x. La première chose. Et la deuxième chose, c'est que si je regarde l'espérance de U de mu de x, U de mu de y, eh bien ça n'est, pour les mêmes raisons, qu'une fonction de x moins y. Et dans ce cadre-là, on sait que la base de Karhumenlov, c'est-à-dire la base SVD, c'est la base de Fourier. Et donc, du coup, pour comprendre le comportement des coefficients
dans la base SVD ou de Karhumann-Love ou POD, eh bien, on écrit simplement ceci dans une base de Fourier, ce qui fait qu'on va écrire U mu de x est égal à une somme de alpha k cosinus de pi k x plus la somme de bêta k sinus de 2 pi kx. Donc là, c'est k appartenant à En. Et ici, bien sûr, k appartenant à N étoiles. Alors, dans ce travail-là qu'on a fait avec Albert Cohen, Charbel Farhat et Augustine Somakal, on a préféré se mettre dans cette base réelle plutôt que de mettre des exponentielles, mais évidemment, c'est la même traduction. Alors, comme on connaît de façon explicite la forme de cette fonction-là en fonction de mu, on est capable bien évidemment de calculer les différents coefficients. Et alors, tout calcul fait, on a que alpha 0 est égal à B fois L, que alpha k est égal à B multiplié par sinus de pi kl cosinus de pi k 2a plus L et bêta k, bon, une expression similaire que vous pourrez trouver dans les notes. Il n'y a pas beaucoup d'intérêt à avoir l'expression, sauf que ça se calcule, effectivement, et que donc on va pouvoir s'apercevoir de quelques petites choses. Alors la première chose, pardon, divisé par pi k, c'est... Donc ça, c'était important, divisé par pi k. Et donc les coefficients dans la base de Fourier sont en haut de 1 sur k, ce qui fait que quand on tronque, on a une approximation au sens L2 qui va être en 1 sur n au carré, en norme L2 au carré, et que donc ça montre bien que l'épaisseur de Kolmogorov, voilà, donc si on fait la troncation pi n de U mu, ça va être cette somme-là pour k supérieur à n des alpha k cosinus plus la somme pour k supérieur à n des bêta k sinus. D'accord? Et donc U mu moins pi n de U mu L2 au carré, ça va s'exprimer comme une somme de coefficients qui vont être, donc somme de alpha k carré plus somme de bêta k carré avec les normes des cosinus et des sinus qui vont être constantes. Et donc ceci, ça va être donc pour k supérieur à n, toujours. Et donc ceci, ça va être une somme de coefficients donc, qui sont de l'ordre d'une constante sur k. Donc ceci, ça va être quelque chose du type c sur k au carré pour k supérieur à n. Et donc la somme de c sur k au carré pour k plus grand que n, c'est de l'ordre d'une constante sur n. Et donc, ça montre bien que l'épaisseur, la distance entre U de mu et sa meilleure approximation au sens L2, ça va être en C sur racine de n. Donc l'épaisseur de Kolmogorov est de l'ordre de C sur racine de n. Je ne dis pas que l'épaisseur de Kolmogorov est obtenue pour la base SVD, mais c'est néanmoins le même ordre de grandeur. Donc là, la décroissance est très très lente et donc il va nous falloir beaucoup de modes pour avoir une bonne approximation. OK, alors ça c'est le premier point, d'être capable de connaître explicitement les coefficients. La deuxième chose dont on peut s'apercevoir, c'est que on va considérer donc l'ensemble des solutions S mu, qui est donc l'ensemble des U de mu de x lorsque mu varie. Alors, on va considérer là un premier type de solution qui est, on va fixer L égale à L0, on va fixer B est égal à B0, est égal à 1 par exemple. Et donc, dans ce cas-là, ce qu'on va pouvoir obtenir, c'est que
petit a peut être retrouvé à partir de alpha 1 et bêta 1. En effet, on a que A est égal à moins L0 sur 2, 1 sur 2pi, arctangente de bêta 1 sur alpha 1. Alors, évidemment, modulo 1, arc tangente de ceci, donc modulo 1, puisque A est compris entre 0 et 1. Alors maintenant, si on ne fait que L est égal à L0 et que B et A sont variables, alors on peut s'apercevoir qu'on peut retrouver la valeur de B à partir de alpha 1 et bêta 1 aussi, c'est-à-dire qu'on a pi sur sinus de pi L0, facteur de alpha 1 au carré plus bêta 1 au carré à la puissance 1/2. Et ensuite, si on laisse L, A et B variables, on peut aussi retrouver A, B et L à partir des premiers coefficients, c'est-à-dire qu'on a la relation A plus L sur 2 est égal à moins 1 sur pi arc tangente de bêta 1 sur alpha 1, pi B sinus de pi L est égal à 1 carré, alpha 1 carré plus bêta 1 carré à la puissance 1/2 et BL est égal à alpha 0. Alors les formules ne sont pas très importantes, simplement bon, on les a exhibées, donc aussi bien les utiliser. Ce qui est important ici, c'est que vous voyez les paramètres mu, qui sont A, B et L, qui permettent de caractériser exactement la solution, eh bien, ils sont cachés en quelque sorte dans les premiers coefficients dans la base SVD. D'accord ? Donc, A, B et L sont donc cachés dans alpha 0, alpha 1 et bêta 1. On a trois paramètres qui déterminent exactement la solution et ils sont cachés. Alors, il n'y a pas de formule explicite, hein, mais on peut résoudre ce système-là pour trouver A, B et L. Ils sont cachés à l'intérieur des coefficients alpha 0, alpha 1 et bêta 1, ce qui veut dire que sur cet exemple particulier, qui est néanmoins représentatif d'un phénomène de convection, eh bien, on peut retrouver à partir des premiers coefficients ici les paramètres mu, A, B et L. Et puisqu'on connaît A, B et L, on est capable de reconstruire la solution exactement et on est capable de connaître l'expression de chacun des coefficients ici, puisqu'ils s'expriment en fonction de A et de L. D'accord ? Donc ceci, ça nous donne l'intuition que dans l'écriture de cette solution U de mu comme étant une somme de alpha k cosinus plus la somme de bêta k sinus machin, eh bien tous les coefficients alpha k et bêta k n'ont pas le même statut. N'ont pas le même statut au sens que 3 d'entre eux sont de véritables degrés de liberté et les autres peuvent être déduits à partir de ces degrés de liberté. Donc dans cette écriture, les alpha k et les bêta k n'ont pas le même statut et que donc alpha k, bêta k pour k supérieur à 1 peuvent être approchés par une expression, ou peuvent être déduits, peuvent être connus, à partir d'une expression en fonction de alpha 0
alpha 1 et bêta 1. D'accord? Donc, si maintenant j'oublie la forme analytique simple de cette solution-là, et que je vois que cette solution est définie par une équation ou dérivée partielle ou un problème, eh bien, dans ce problème-là, je vais essayer d'approcher U, certes, comme une somme de ce type-là, éventuellement tronquée à un grand N, auquel cas ça sera une approximation, et je sais qu'il va me falloir beaucoup, beaucoup de N, d'accord? Mais les inconnus véritables de ce problème-là ne sont que alpha 0, alpha 1 et bêta 1, puisque dès que je les connais, eh bien, je peux exprimer les autres coefficients en fonction de alpha 0, alpha 1 et bêta 1. D'accord? Alors l'expression, elle est compliquée. Hein. L'expression, elle est compliquée. Dans ce cadre-là, on pourrait très bien résoudre ça d'une façon ou d'une autre, et puis plugger ensuite le A, le B et le L pour avoir l'expression des alpha k et bêta k pour k très grand, mais vous voyez que l'expression va être très très compliquée. En tout cas, ça n'est sûrement pas une expression polynomiale. On peut bien évidemment, parce que c'est des tangentes et des cosinus, etc., ça va pouvoir s'approcher par des polynômes, mais de très très haut degré. C'est certainement pas une expression facile à obtenir. Et donc, quand on généralise ça pour un processus, pour un phénomène de convection dans lequel il y aura en plus de la diffusion, ben, il est clair que l'expression des hauts coefficients dont on va imaginer qu'elle va pouvoir s'exprimer effectivement en fonction des premiers, et on va voir ça un petit peu après, ben, elle ne peut pas être polynomiale, d'où l'idée d'utiliser à ce niveau-là une méthode d'apprentissage, d'accord, qui va être capable de fitter n'importe quel type a priori d'expression, puisque c'est bien l'objectif des méthodes d'apprentissage d'être capable d'apprendre des fonctions à partir du moment où on sait qu'elles existent. OK, alors ça c'est le premier point, c'est ce qui a donné un petit peu l'intuition de voir comment, d'une part, qu'effectivement les hauts coefficients peuvent s'exprimer en fonction des premiers, que les premiers sont les véritables inconnus du problème, que les autres peuvent être obtenus par apprentissage, et que, on a une égalité, c'est-à-dire que si j'ai besoin de récupérer une variété où il y a des paramètres qui sont en dimension 3, eh bien, 3 coefficients suffisent pour les récupérer. D'accord? Donc, si on a P coefficients, les P premiers, si on a P, paramètres, les P premiers coefficients peuvent nous permettre, dans certains cas en tout cas, de retrouver la solution. Alors, je dis bien dans certains cas, parce que si je n'ai qu'une seule variable, parce que B et L sont fixés, eh bien là, il n'y a pas d'expression en fonction d'un seul coefficient. Il nous en faut 2 pour retrouver le coefficient A. D'accord? Donc, si on a P, la dimension des paramètres, et N, le nombre d'inconnus au niveau des coefficients, eh bien, ce qu'on peut dire, c'est que N est légèrement supérieur à P et sans doute plus petit que P plus 2 ou P plus 3. D'accord? Donc pour le moment, la situation sur combien il en faut n'est pas très très claire. Et la semaine prochaine, je vous exprimerai dans un cadre un petit peu plus compliqué les résultats qui sont connus et qui disent que N ne peut pas être plus grand que 2P plus 1. Mais c'est dans un cadre un petit peu plus non linéaire que celui-ci. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a l'idée que U de mu et de x pouvant être un paramètre d'espace, mais pouvant aussi, vous vous souvenez, être un paramètre de temps. Hein. Dans x peut avoir x et x et t. Mu étant le paramètre du problème. Dans cette écriture, somme pour petit i allant de 1 jusqu'à l'infini de u chapeau de mu zeta i de x, d'accord? Donc j'appelle u chapeau non pas des coefficients de Fourier, mais des coefficients dans la base de SVD ou une base de type épaisseur de Kolmogorov. On va vouloir approcher ceci par une somme de i égale 1 à grand N
de U chapeau I de mu zeta I de X. Donc ça, c'est l'approximation au sens de approximation linéaire de Kolmogorov. Et là, grand N doit être très très grand pour avoir une bonne précision. Eh bien, cette chose-là, on va l'écrire maintenant comme une somme de I égale 1 à petit n de U chapeau I de mu zeta I de X, plus une somme de J égale à n plus 1 à grand N, de U tilde J zeta J, d'accord? Donc on prend bien tous les modes qu'on avait l'intention de prendre dans une expression, une approximation au sens de Kolmogorov, mais les U tilde ici sont des fonctions des U chapeau I allant de 1 jusqu'à petit n simplement. Donc ceux-ci sont les vrais degrés de liberté, et ceux-ci, eh bien, dans la phase offline, on va les apprendre par une méthode, la méthode que vous voulez. D'accord? Une méthode d'apprentissage. Ou alors, on va essayer de trouver des méthodes déterministes, polynomiales adaptées de haut degré, ou d'autres types, des approximations par des radial basis function, ou des choses comme ça. Enfin, là, vous pouvez faire ce que vous voulez. Le plus simple, et puis ça fait bien en ce moment, eh bien, vous prenez une méthode d'intelligence artificielle quelconque, et là, vous appuyez, et puis vous discutez avec les spécialistes pour savoir quelle est la meilleure méthode pour avoir une bonne approximation. OK? Mais en tout cas, ce qui est important, c'est que maintenant, le problème ne va plus être de connaître ces grands n coefficients. Le problème, ça va être de définir ces petits n degrés de liberté, parce que tous les autres sont assujettis à cela. D'accord? Et petit n, eh bien, on va voir qu'il est raisonnable de penser qu'il est de l'ordre de P. Alors, ce travail-là, il est venu après que j'ai assisté à un exposé de Charbel Farhat, mais j'aurais pu avoir un exposé aussi de Karen Wilcox ou de Benjamin Peerstroffer, qui avait commencé à sentir cette idée-là, que l'approximation qui est là, qui est ici et qui requérait des valeurs de n très très grandes, devait être modifiée en exprimant les hauts coefficients en fonction des bas. Alors, la notion de n de l'ordre de P n'existait pas dans ces publications-là, dans ces travaux-là, et l'idée était que quand une approximation linéaire ne marche pas, eh bien, on passe à l'approximation quadratique. Et donc, l'idée qu'ils avaient, c'était de dire que ces coefficients-là, eh bien, on va les exprimer de façon quadratique en fonction des premiers, les premiers n'étant pas liés à le nombre de paramètres, mais plutôt étant liés, puisque c'est du quadratique, à une racine de n, et ces coefficients-là, donc, devenant les coefficients qui sont des expressions quadratiques en fonction des U chapeaux. D'accord ? Alors, ce qu'on a fait récemment dans le cadre de la thèse de Hassan Balout avec Christophe Prudhomme et Joubin Aguili à Strasbourg, c'est d'essayer d'expliquer un petit peu cette intuition, mais de voir aussi que cette intuition est tout à fait limitée. Et donc, on a après cette rencontre avec ces travaux quadratiques, avec Albert Cohen, Charbel Farhat, on a montré qu'on avait cette expression-là qui n'était pas du tout polynomiale. Et néanmoins, on a voulu essayer de comprendre d'où venait cette intuition. Et donc, on a fait un papier qui s'appelle When Taylor Meets Kolmogorov,
et qui va expliquer qu'effectivement, il est raisonnable, en tout cas localement, de tout d'abord prendre n de l'ordre de p. Alors, pour ça, on va prendre une variété quelconque. En fait, l'ensemble des points de cette variété n'a pas besoin de venir d'un problème paramétré, mais c'est une variété embedded, plongée dans Rm, qui est très grand. Alors ça pourrait être un espace de dimension infinie, mais de toute façon, comme on prend toujours des approximations de type élément fini très très fines pour exprimer les solutions, ça pose pas de problème de se réduire à ça. Donc M ici est un M calligraphique qui est très très grand. Donc S est une variété plongée et c'est une variété de dimension Q. Alors, ça veut dire quoi, ça ? Eh bien, ça veut dire que localement, elle peut être représentée par des cartes locales, et donc une carte locale dont l'inverse va aller de RQ dans Rm, et qui représente carte locale moins 1, qui va représenter le comportement, une paramétrisation de la variété autour d'un point que je vais considérer comme étant un point U étoile, qui appartient donc à S. Et donc qui fait qu'on a un isomorphisme local entre RQ et la variété autour de U étoile. Donc dans un voisinage de S autour de U étoile, on a cette représentation par U. Et donc, plutôt que de regarder S, on va regarder S étoile qui est S moins U étoile, c'est-à-dire l'ensemble des V de mu égale à U de mu moins U étoile, et donc qui, pour mu égale au mu étoile, contient donc 0. Et donc ça fait un peu référence aux deux types de méthodes de base réduite dont je vous avais parlé, où on exprime les éléments de S soit sous la forme d'une somme de alpha k, zeta k, soit on l'écrit sous une forme U étoile plus somme de alpha k, zeta k. Vous vous souvenez, on avait vu ces deux représentations-là, soit on bouge et on bouge la variété, on regarde autour d'un état, un état moyen qui est soit la valeur pour un paramètre particulier, soit une moyenne empirique de U sur un voisinage, ça c'est le U étoile. Bon, bah, ici le U étoile, c'est un U de mu étoile qui correspond à un choix particulier de la solution autour duquel on va utiliser cette notion de carte qui a une certaine régularité. En particulier, donc on va supposer qu'on a un espace tangent, et donc on a T0 étoile, l'espace tangent à la variété S étoile autour de 0, qui est généré par les dérivés de cette application carte locale par rapport au paramètre que j'ai appelé ici nu, nu1 du sur d nu2 du sur d nu q, puisque j'ai supposé que j'avais une variété de dimension q. Alors, puisqu'on a cette représentation locale, ce qu'on a, c'est que chacune des fonctions qu'on va prendre dans la variété S étoile vont s'écrire V de nu est égal à la somme de nu du sur d
nu i, plus un petit taux de quelque chose. Alors un petit taux de quoi? Ce que je vais faire, c'est que donc, je vais considérer que dans RQ, j'ai une boule de centre 0 et de rayon 1. Alors le rayon 1, on le prend mis à l'échelle pour que, effectivement, dans Rm, on atterrisse bien dans S, une partie de S, un voisinage, autour de U étoile. Et donc, ce qu'on va faire, c'est que pour essayer d'échantillonner correctement la variété localement autour de U étoile, je vais considérer cette application-là en la faisant aller de B0 de R dans S avec R plus petit que 1, et que donc on va réduire petit à petit l'échantillonnage sur la boule initiale et donc sur les points qu'on va prendre autour de S. L'idée, c'est que quand on fait une SVD, on échantillonne la variété, et à partir de ces solutions-là, on calcule soit les modes propres quand on fait une SVD, soit on prend les valeurs propres et les vecteurs singuliers à droite et à gauche pour approcher la variété. Donc ici, on va prendre un échantillonnage qui va devenir de plus en plus près de U étoile pour montrer que cet échantillonnage va nous ramener à l'espace tangent, ce qui est tout à fait raisonnable. Et donc du coup, si je prends un U qui appartient à cette boule de centre 0 et de rayon R, je vais avoir un UR qui va me donner un R ici et un O de R au carré pour ce qui est de l'approximation. OK, alors, vous voyez, donc j'ai une... Je vais effacer. Je vais peut-être faire un dessin en dimension 1. J'ai donc ma variété qui est là. J'ai donc mon point U étoile qui est là. Et j'ai donc une boule de centre 0 et de rayon 1 qui, au travers de cette application U, me donne une image qui est sur la variété S autour du point U étoile. D'accord ? Et la notion de carte locale veut dire que toute la variété peut être représentée de cette façon-là. Alors, ce que je fais, c'est que je prends sur ma boule un échantillonnage de points qui va me donner sur la variété des points qui peuvent me servir à définir par SVD une base réduite de S qui va pouvoir être utilisée localement ici. D'accord ? Alors, si la boule moins 1 est un peu plus grande, ce que j'aurais pu faire ici, on a ces points-là qui sont définis sur un ensemble assez grand. Mais ce que je vais vouloir faire, c'est diminuer cette taille ici, entre moins R et R, pour échantillonner localement la variété et se ramener à cet espace tangent. D'accord ? Donc on a deux représentations approchées de la solution sur un voisinage de U étoile lorsque R diminue, basé sur cet échantillonnage obtenu au travers de U. La première, c'est celle donnée par l'espace tangent, d'accord ? Où on va faire un dessin. Ici, j'ai un agrandissement et j'ai mon espace tangent qui est ici, comme tout espace tangent
il est comme ceci. J'aurais mieux fait de tracer ma droite d'abord. Voilà, et donc ici, c'est en haut de R2. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que, associé à cet ensemble de points qui est là, lorsque R diminue, donc je vais le mettre ici, j'ai, avec un blow-up encore, j'ai un ensemble de points ici qui sont proches de U étoile, et à partir desquels, par SVD, je vais définir une approximation linéaire qui n'est pas tangente. D'accord? Alors ça, c'est un dessin en dimension 1, mais il faut voir un dessin en dimension Q. D'accord? Alors donc, de ces deux représentations-là, on peut se demander si elles sont équivalentes. Alors, théorème, oui, bien évidemment, elles sont équivalentes. Où c'est foutu ça? 15, 14. Voilà, théorème. On a donc, je vous ai dit, on a deux ensembles. On a un ensemble UR qui est l'espace SVD obtenu à partir de ces snapshots lorsque R varie, et on a l'espace tangent ici qui donne un espace de fonctions qui sont U étoile engendrées par les du sur d nu1, du sur d nu2, du sur d nu-q, qui est l'espace tangent ici. Alors ce qu'on a, c'est que le sinus de l'angle entre le U, R, Q et le U étoile. Donc on a deux espaces, l'espace tangent qui est là, de dimension Q, et cet espace qui est ici engendré par les Q premiers vecteurs propres de l'approximation SVD-POD, eh bien cet angle-là est en haut de R, en module. Et la deuxième chose, c'est que les coefficients dans ces deux représentations-là s'expriment de la façon suivante. Alors les alpha R, Q de nu s'expriment comme une matrice B dont on ne va pas donner l'expression, fois nu, plus une erreur en R qui se comporte en R au carré. Un grand O de R au carré. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que, vous voyez ici, les coefficients, d'abord, ils sont de taille R, donc une convergence en R au carré, c'est le minimum qu'on puisse espérer pour avoir une convergence. Mais les coefficients ici, vous voyez qu'ils sont proportionnels à nu1, nu2, nu-q, qui sont les paramètres de la variété. Et donc, c'est ce qu'on voit ici. Et ils s'expriment, les coefficients dans la base SVD s'expriment de façon linéaire avec une matrice B ici qui est inversible. Donc ça veut dire que localement, à partir des alpha R Q de nu, je peux retrouver nu, c'est-à-dire nu1, nu2, nu-q, qui sont les composantes dans cette base tangente. J'ai donc deux représentations
affine de l'approximation en U étoile, donc de représentation vectorielle de la variété S étoile autour de U étoile, autour de 0, donc pour S étoile, de représentation avec des espaces de dimension Q qui se rapprochent de plus en plus lorsque R tend vers 0, et les coefficients dans ces approximations-là se rapprochent en 1 sur R si on ne regarde pas la taille qu'ils ont. Et que les coefficients sont en bijection. Donc ceci exprime que localement, si ma variété S est approchée donc par U étoile plus une somme de alpha, comment j'ai appelé, U chapeau, que je vais appeler plutôt V chapeau, I allant de 1 jusqu'à Q de nu zeta I plus une somme de Q plus 1 à grand N de V chapeau J de nu zeta J, zeta étant une base SVD associée à cette représentation centrée de U étoile de S. Alors, ce que j'ai, c'est que localement, donc, j'ai V chapeau I de nu qui est en bijection avec nu. Et qui me permet donc de caractériser exactement le point U de mu, permet de caractériser exactement U de nu qui se trouve sur la variété S au voisinage de U étoile. Alors ensuite, ce qu'on peut faire, c'est pousser un cran plus loin ce développement de Taylor pour aller jusqu'aux dérivées secondes de grand U par rapport à d nu I, d nu J. Avec des coefficients qui sont quoi? Eh bien, qui sont R au carré fois nu I, nu J, donc qui s'expriment donc de façon quadratique en fonction des paramètres. Donc localement, on a cette approximation-là qui n'est plus simplement O de R2 mais en O de R3, et le O de R3, il doit aller ici. Donc si on approche un cran plus loin cette approximation de Taylor, eh bien ça va nous dire que les coefficients suivants, en tout cas ceux qui vont de Q plus 1 à Q plus quoi? Eh bien, j'en ai Q plus 1 sur 2. Eh bien, ceux-là vont s'exprimer de façon quadratique en fonction des nus. Mais les nus, ils s'expriment de façon linéaire en fonction des alphas. Et donc, localement, il est raisonnable d'approcher les alphas, alors les coefficients, pardon, V chapeau J de nu pour J allant de Q à Q plus Q fois Q plus 1 sur 2, ça c'est le nombre de termes au carré nu I nu J qu'on est capable de construire avec Q éléments, sachant que nu I nu J est égal à nu J nu I, c'est pour ça qu'on divise par 2. Il est donc raisonnable d'approcher ces coefficients-là par une expression quadratique en
les nus, ça c'est Taylor qui nous dit, mais aussi en les V chapeau I de nu pour I allant de 1 jusqu'à Q. D'accord? Donc, localement, une approximation quadratique est raisonnable des hauts coefficients qui sont ici, bêta k, alpha k, en fonction des premiers coefficients. D'accord? Et ce nombre de coefficients, eh bien, il est lié à la dimension de la variété Q. D'accord? Et il peut être trouvé par une séparation des valeurs propres, c'est-à-dire, quand on fait cette SVD avec un R qui est assez petit, ce qu'on va voir, c'est qu'on va avoir Q, première valeurs propres qui vont être en haut de R, et les suivantes vont être en haut de R2. Les Q fois Q plus 1 sur 2, autres valeurs propres, vont être en haut de R2. Et donc elles vont être bien séparées, en tout cas lorsque R tend vers 0. Mais ça n'est vrai que localement. Mais généralement, quand on fait une approximation en base réduite, ce n'est pas une approximation locale qui nous intéresse. On veut que nu varie dans un ensemble de paramètres assez grand. Alors, on peut éventuellement couper l'ensemble des paramètres en petits morceaux, en plus petits morceaux, mais c'est comme les méthodes spectrales et les méthodes d'éléments spectraux. L'idée, c'est quand même d'avoir n, le nombre dans la somme ici, qui est assez grand, qui est valable pour une large variation du paramètre nu. Donc cette intuition d'utiliser une approximation quadratique est naturelle, mais elle est naturelle localement. Et en tout cas, l'expression quadratique qui est là n'est en aucun cas une expression quadratique homogène. Une expression quadratique, c'est un polynôme qui a des constantes, qui a du linéaire et qui a du quadratique. Et donc en aucun cas, on peut considérer que ces coefficients qui sont ici peuvent être une expression quadratique homogène comme c'est utilisé dans la littérature. Alors bien évidemment, localement, ça reste valable. Localement, ce qui est fait dans ces méthodes-là, on prend le problème d'un autre côté, c'est-à-dire arguant du fait qu'on va avoir n qui n'est pas lié à p, n coefficients qui vont représenter la solution. Le reste étant représenté de façon quadratique avec n fois n plus 1 sur 2 paramètres. Ici, donc, le grand N n'est pas ajusté. On a une expression au total qui va être basée sur n termes en quadratique classique. On a donc n termes ici et on a n plus 1 sur 2 termes là. Et donc, grand N, il est fixé. Grand N, s'il n'est pas fixé par l'approximation, il est fixé par le fait qu'on va vouloir avoir n termes ici et n plus 1 sur 2. D'accord? On ne peut pas passer de n à n plus 1, de grand N à grand N plus 1. On peut passer de petit n à petit n plus 1, mais on fait des sauts dans l'approximation. D'accord? Le petit n, je répète, n'est en aucun cas lié à la dimension paramétrique et donc n'est pas lié à une sorte de problème inverse où on essaie de retrouver le paramètre au travers des premiers coefficients de la solution. D'accord? Et ensuite, partant de cet ansatz, ils optimisent les vecteurs qui vont approcher, permettre d'avoir dans ce cadre-là la meilleure des approximations. D'accord? C'est-à-dire que dans les méthodes quadratiques, on va approcher une fonction u de mu par un u de mu étoile. La plupart du temps, c'est effectivement une approximation centrée, plus une somme de alpha i allant de 1 à petit n de xi i, plus une somme de j allant de 1 à n plus 1 sur 2 de alpha. Ah oui, non, c'est pas ça, c'est une somme double que je veux mettre. Une somme double en i et en j
de alpha i fois alpha j, bij de x, où, en tout cas, le bij est optimisé pour avoir une bonne approximation dans ce cadre-là. Les xi qui sont là sont soit optimisés, soit les premiers modes de l'approximation classique SVD. D'accord ? Donc, dans ce cadre-là, si on prend une approximation quadratique et qu'on optimise les bij, on arrive localement, en tout cas, à avoir une bonne approximation, et donc on peut étendre un petit peu ce localement si tout se passe bien, et si tout ne se passe pas bien, il n'y a pas de raison que ça marche, puisque ce quadratique est un quadratique homogène, alors que la théorie de base nous dit que le quadratique doit être un quadratique full. D'accord ? Donc ceci, c'était pour expliquer un petit peu l'intuition sous-jacente qu'il y a dans ces méthodes quadratiques pour avoir une bonne approximation. Ce qu'on a démontré aussi de ce fait, c'est que quand on fait une approximation de ce type-là, où les premiers coefficients vont être des vrais degrés de liberté et les autres s'expriment en fonction des premiers, alors ceci est validé localement. Valider localement aussi le fait que n, si on est très local, est égal à p, la dimension de la variété si on a p paramètres et que les p paramètres sont réellement indépendants. Et si on étend un petit peu, eh bien on s'aperçoit, on vérifie que n peut-être a besoin d'être un petit peu plus grand que p, mais il est généralement de la même taille que p. Et ensuite, le grand n qui est là n'est pas lié à un n plus 1 sur 2, mais il est lié à l'approximation qu'on veut avoir et qui est lié à la taille, la décroissance du spectre du SVD, donc vraiment à l'épaisseur de Kolmogorov. OK. Donc après cette intuition, après cette justification locale, alors locale, donc qui dit que quadratique est OK si c'est du full quadratique, et à condition que ce soit local. Et donc localement aussi, on a n est égal à p, donc par continuité, n de l'ordre de p est raisonnable. Et ça, c'est vérifié. Alors, vérifié dans le cas de la fonction échelle, de la step function qui était là et qui peut éventuellement bouger, et puis vérifié dans plein d'autres cas. Mais en tout cas, il faut avoir une expression qui n'est pas quadratique, c'est-à-dire que ce qu'on a appelé tout à l'heure les V tilde, je crois, les V tilde J pour J supérieur à N, d'accord, ça doit être des expressions psi J de V chapeau 1, V chapeau 2, V chapeau N. Et ça, donc, eh ben, ça s'apprend par une technique d'apprentissage quelconque. Alors du coup, revenons à notre problème qui est une EDP paramétrée. Et donc, le paramètre va s'appeler mu, il va être inclus dans D, qui est un sous-espace de R à la puissance P. P, c'est le nombre de paramètres. Et implicitement, ce qu'on a en tête, c'est que ce nombre de paramètres, ce sont des paramètres indépendants, c'est-à-dire que la variété des solutions est bien une variété, au moins localement,
qui va être de dimension P. Il n'y a pas de dégénérescence en vue. Alors, on part de la solution, on l'approche éventuellement par une méthode d'éléments finis très précise pour essayer d'avoir des snapshots. D'une façon ou d'une autre, une méthode greedy ou une méthode SVD, on construit une base réduite et on a un grand Xn. Un grand Xn qui est l'espace vectoriel engendré par les états I allant de 1 jusqu'à grand N, et les états I étant des fonctions qui sont orthonormées pour assurer la stabilité du processus. Et donc, ce qu'on dit, c'est que U de X et de mu va être approché par une somme de I allant de 1 jusqu'à petit n de U chapeau I de mu multiplié par zeta I de X, plus une somme de n plus 1 à grand N, et je répète, grand N est lié à l'approximation qu'on veut avoir, de fonctions U tilde J de U chapeau zeta I, zeta J de X. Donc si c'est le problème, c'est pris trouver U de mu appartenant à X tel que quel que soit V appartenant à X, A de U de mu V mu est égal à F de V et de mu, comme on avait pris au début comme étant la façon variationnelle de résoudre le problème. On sait que l'approximation de Galerkin qu'on va vouloir mettre en place, c'est trouver Un dans Xn tel que quel que soit Vn, Un, Vn est égal à F de Vn. D'accord? Donc ça, c'est l'approximation base réduite de la semaine dernière, jusqu'à la semaine dernière, c'est-à-dire qu'on va utiliser cette méthode-là, qui est raisonnable si grand N n'a pas besoin d'être grand pour avoir une bonne approximation, et où on commence à tirer la langue si notre phénomène est un phénomène dans lequel il y a des effets de convection et qui fait que l'épaisseur de Kolmogorov va décroître assez lentement. Donc l'idée dans ce cadre-là, si n devient trop grand, c'est de passer à une approximation non linéaire, donc de passer à cette approximation-là, où les seuls degrés de liberté, ça va être les petits n premiers coefficients. D'accord? Donc on va chercher un U petit n grand N qui va s'écrire de cette façon-là, et où je vais sans doute pas trouver les bons coefficients ici, cela étant U de mu pris en produit scalaire avec zeta I, puisque je vous ai dit que les zeta I étaient une base orthonormée. Mais on va les remplacer par des U chapeau chapeau, et donc on va mettre ces U chapeau chapeau dans l'expression obtenue par apprentissage à l'intérieur donc de cette U tilde qui est là. Donc l'approximation qu'on va chercher va résoudre A de Un grand N de mu Vn mu est égal à F Vn mu, quel que soit Vn. Alors ça ne va pas marcher parce que ici, Vn travaille dans l'espace de grande dimension, va me donner donc grand N équations indépendantes, alors que je vous ai dit que je n'avais que petit n degré de liberté. D'accord? Alors là, il y a deux façons de s'en sortir. Soit on dit que Vn va appartenir, en fait, c'était une blague, à x petit n, donc va être de la bonne dimension pour définir simplement les premiers paramètres, ou alors
on va minimiser le résidu. Minimiser le résidu de U petit n grand N sur U petit n grand N appartenant à l'espace X petit n grand N que je n'ai pas défini, mais vous voyez ce que c'est. OK? Alors évidemment, c'est la deuxième qu'il faut préférer, puisque c'est celle qui va permettre d'avoir la meilleure approximation, au sens où le résidu va être le plus petit possible. Alors, un inconvénient de cette méthode-là quand même, c'est que même si au début le problème était linéaire, eh bien là, il devient non linéaire. Il devient non linéaire puisque les degrés de liberté qui sont ceux-ci, les degrés de liberté qui sont ici, apparaissent ici au travers une expression qui est une expression non linéaire, une expression apprise, une expression qui peut être approchée par un polynôme d'assez haut degré, mais n'empêche que c'est une expression quand même qui est complexe et qui n'est absolument pas linéaire. Alors, une petite remarque peut-être ici, c'est le moment de le faire, mais on reviendra dessus. Vous vous souvenez de la notion d'encodeur et décodeur qu'on avait vue il y a 3 cours de ça? La notion d'encodeur et décodeur qui disait qu'on avait un espace grand X, on avait un espace de petite dimension, et ici c'est le n qui va arriver, et on a un grand X ici, on a un encodeur qui est là et un décodeur qui est là, et ce qu'on veut, c'est trouver le décodeur et de l'encodeur les meilleurs qui vont, pour un petit n donné, nous permettre d'approcher les éléments sur la variété. D'accord? C'est-à-dire, on minimise sur E et sur D le U moins D rond E de U dans la norme qui nous intéresse, en imposant des contraintes à D et E lorsqu'on cherche à optimiser, à trouver les meilleurs décodeurs et encodeurs. Donc, le max pour U appartenant à S. Donc, trouver les meilleurs encodeurs et décodeurs qui passent par un espace de petite dimension qui est ici. Alors, vous voyez qu'on est dans ce cadre-là, puisque on va avoir une expression dans laquelle l'encodeur, ça va être de trouver ces coefficients qui sont là, et le décodeur, c'est à partir de ces coefficients-là, être capable de reconstruire la solution qui est ici. Et donc, on a la notion de sensing number, qui est l'inf de ce max-là sur les E qui sont linéaires et les D qui sont non linéaires. Et donc, ce qu'on a démontré dans la contribution quand Taylor et Kolmogorov se mettent à se parler, c'est que localement, le sensing number est égal à P. Plus exactement, le sensing number pour P est égal à 0, puisque à partir des premiers coefficients, on est capable de tout reconstruire le paramètre qui a défini U de mu, et donc on est capable d'avoir quelque chose égal à 0 à ce niveau-là. Donc ça, c'est pour faire le lien entre l'épaisseur de Kolmogorov classique par encodeur et décodeur qui sont linéaires tous les deux, dans le cas hilbertien en tout cas, et la notion d'approximation non linéaire, où cette fois-ci, on laisse D devenir non linéaire, et donc ici, c'est une façon d'approcher cette solution-là, puisque l'application qui a U associe les premiers coefficients ici, vous voyez, elle est tout à fait linéaire, c'est l'encodeur, ce qui permet d'avoir les premiers coefficients UI de mu. Et à partir des premiers coefficients UI de mu, on est capable de reconstruire tous les coefficients. Ici, j'ai limité à grand N, mais on peut récupérer tous les coefficients par apprentissage, puisque ces premiers coefficients-là sont en bijection, en fait,
avec les mu. C'est ce que le théorème a dit, au moins localement. OK, donc dans ce cadre de minimisation, on arrive à un problème qui est donc, même si le problème initial était linéaire, le problème final devient non linéaire. OK, alors donc on peut le résoudre de façon Picard. À la Picard, par exemple, c'est-à-dire où on va dire que U n grand N P plus 1 va s'écrire comme une somme de U chapeau chapeau, qui sont vues comme des approximations du produit scalaire entre U et les états I, les coefficients exacts, dans la base des états I, I allant de 1 jusqu'à petit n. Et donc ceux-là, on va les définir à l'étape P plus 1, parce qu'on va considérer que cette partie suivante, pour J allant de n plus 1 à grand N de U tilde J de U chapeau chapeau de mu zeta J, pour J donc allant de n plus 1 à grand N, eh bien ceux-là, ils vont être figés à P. D'accord? Donc, ayant terminé l'étape P, je calcule ces contributions qui sont là, d'accord? Et je détermine dans une minimisation de résidus simplement ces petits n degrés de liberté, ce qui montre donc bien que la complexité du problème est une complexité liée à petit n et non pas à grand N. D'accord? Les inconnus sont donc au nombre de petit n. Alors, bien évidemment, il faut calculer toute cette partie-là, et cette partie-là va être un grand n fois quelque chose, mais ça ne va pas être un grand n au carré. La complexité ne va donc pas exploser au cours, comme l'épaisseur de Kolmogorov augmente. Alors, à ce stade-là, on est donc dans un cadre d'apprentissage, donc. Et donc, on peut se poser un petit peu des questions sur qu'est-ce qu'on attend de l'apprentissage. Alors, ce qu'on propose ici semble un peu alambiqué, c'est-à-dire, on a le paramètre mu, on a le problème P qui dépend de mu. On va essayer de trouver la solution comme étant un U grand N petit n de mu, où les véritables degrés de liberté U petit n grand N de mu sont les premiers coefficients U chapeau I de mu fois zeta I, plus une somme de U tilde de U chapeau chapeau zeta J. L'idée étant que deux nus qu'on connaît, qu'on va mettre dans le problème, on va définir les degrés de liberté de la solution qui sont ces coefficients qui sont ici, et que l'on va exprimer par une méthode d'apprentissage dont on connaît les limites, dont on sait qu'elle peut être précise, mais dont on sait aussi qu'on n'est pas vraiment capable d'avoir une estimation d'erreur dessus, pour le moment en tout cas. Et donc, on peut se dire, puisqu'on connaît mu, plutôt que d'exprimer les U tildes en fonction des U chapeau chapeau, puisque tout ça, ça se fait offline, il aurait été possible d'apprendre
ces U tilde en fonction de mu, plutôt que de les apprendre à partir des U chapeau. D'accord? Alors, je répète, dans le cas où on connaît le paramètre, ce qui n'est pas le cas dans la méthode PBDW. D'accord? Dans la méthode PBDW, on a un modèle, on sait que pour un certain mu, on peut bien approcher la solution. La seule chose dont on connaît de notre état, c'est des mesures. D'accord? On connaît des mesures et on a une idée du problème et on sait qu'il y a un paramètre qu'on ne connaît pas et qu'on n'a pas envie d'identifier, en tout cas dans le cadre de la méthode PBDW. On ne connaît donc pas le paramètre mu. Mais pour le moment, là, ce qu'on a vu, c'est qu'on avait un problème qui dépendait de mu, le f qui dépend de mu, et on connaît mu. Alors donc, dans ce cadre-là, ça peut sembler un petit peu étonnant de se dire, d'exprimer les U tilde en fonction des U chapeau. On pourrait très bien les apprendre en fonction de mu. Okay? Ben, c'est pas con, et en fait, c'est tout simple. D'accord? Donc, en fait, la méthode que je viens de vous expliquer là vient originellement des approximations non linéaires quadratiques, pour lequel j'ai levé la main en disant je ne comprends pas pourquoi le quadratique marcherait et ce n'est pas du tout ça qu'il faut faire, prenons une méthode d'apprentissage. Et réflexion faite, quand on connaît le paramètre, eh bien aussi bien apprendre ces coefficients-là. Mais du coup, ça rejoint des méthodes qui avaient été proposées avant et qu'on analysera la semaine prochaine, de se dire, tant qu'à apprendre les coefficients, autant tous les apprendre. D'accord? Donc, au lieu d'apprendre simplement les coefficients qui vont de n plus 1 à grand N, je pourrais bien apprendre tous les coefficients. D'accord? Donc, à partir de mu, j'apprends tous les coefficients U chapeau, ça c'est des vrais U chapeau, hein, I allant de 1 jusqu'à grand N, et du coup, je n'ai plus rien à résoudre. D'accord? Donc ça marche. Ça marche comme les méthodes d'apprentissage marchent. C'est-à-dire, ça marche, c'est-à-dire que ça donne des bons résultats, sauf quand ça ne donne pas de bons résultats. D'accord? On n'a pas d'estimation d'erreur, on n'a pas d'estimation d'erreur a posteriori, on n'a rien. N'empêche que ça marche. On ne peut pas dire que ça ne marche pas, ça marche. Hein? Ça marche, sauf dans des cas qui n'ont pas été visités. Alors, à ce stade, pourquoi est-ce que je prétends que cette méthode-là, où ça c'est les vrais degrés de liberté, et que cette méthode-là qui va apprendre une partie des coefficients fait un petit peu plus sens? Alors, comment marche une méthode d'apprentissage? Alors, ce que je dis là, maintenant, c'est ce que je pense maintenant, d'accord? J'accepte tout à fait d'être contredit, et je serai sûrement contredit dans 1 an, dans 2 ans ou dans 10 ans, d'accord? Donc, c'est une vérité locale, hein, voilà, qui vient du fait qu'une méthode d'apprentissage dépend d'abord de l'ensemble d'apprentissage. Le nombre de cas que je vais visiter pour être capable d'avoir une approximation de ma sortie, d'accord? Donc, j'ai des paramètres mu qui vont appartenir à un ensemble DM d'apprentissage, c'est l'ensemble d'apprentissage. J'ai une méthode d'apprentissage qui va être ici et qui va me sortir des machins. Alors, qui va me sortir quoi? Eh bien, dans le cadre qui m'intéresse ici, ça va me sortir des approximations des coefficients qui sont là. D'accord? Donc, je vais avoir un apprentissage qui, à mu, me donne les U chapeau I de mu, qui vont être des approximations de ceci, pour I allant de 1 jusqu'à grand N. Ça, c'est la méthode qui est ici, qui avait été proposée dans un papier de Carl Berg il y a pas mal de temps, qui a été repris par Estaven, par Manzoni ensuite, d'une façon ou d'une autre. Et donc, on apprend tous les coefficients. D'accord? Donc, il faut avoir une base d'apprentissage suffisamment étendue, donc un DM suffisamment grand, pour être capable d'approcher comme sortie un vecteur d'output
qui est de grande dimension. Donc ça, c'est la méthode 1. La méthode 2, c'est la méthode dans laquelle je vais apprendre les U chapeau I de mu pour I allant de petit n à grand N. Avec petit n de l'ordre, enfin avec petit n, rien du tout, avec petit n plus grand. Il y a la méthode 3 qui est la même, qui va être celle-ci, qui est donc non plus avec n quelconque, mais avec n plus 1, et qui apprend aussi les U chapeau I de mu. Et je ne vais pas parler de cette méthode-là, pour le moment en tout cas. Alors, qu'est-ce que je crois pouvoir affirmer sur les méthodes d'apprentissage? Pour une taille d'échantillon donnée, j'obtiens une erreur sur la sortie qui est une erreur relative. D'accord? C'est-à-dire que si j'apprends les U chapeau I ou si j'apprends les U chapeau divisés par leur norme, j'obtiens à peu près la même approximation. Qu'est-ce qu'ils ont, les U chapeaux? Ben, les U chapeaux, vous vous rappelez, ils sont liés à l'épaisseur de Kolmogorov, qui, même si elle ne décroît pas trop vite, décroît quand même. Et donc la taille des coefficients est décroissante. D'accord? C'est des choses que, je vous avais dit, on pouvait imposer dans le cadre de la méthode GEIM ou dans la méthode PBDW, où on pouvait dire que les coefficients qui sont ici, eh bien, ils décroissent, ils sont dans des boîtes de plus en plus petites. Donc ce qu'on sait, c'est que le coefficient décroisse. D'accord? Et que donc, là, si on veut apprendre tous ces coefficients-là, les premiers coefficients, ils sont en O de 1, a priori. D'accord? Donc on sait que U chapeau 1 est en O de 1. Ce qu'on sait ici, c'est que U chapeau n, le premier, il va être en O de quelque chose, une expression de n, d'accord? Un phi de n avec phi de n qui tend vers 0 lorsque n tend vers l'infini. D'accord? Donc supposons que ma méthode d'apprentissage soit suffisamment riche sur cet ensemble-là pour avoir une approximation, disons, de 10-2 sur les coefficients. Okay? Ça pourrait être 10-3. Quelle est l'erreur que je vais avoir à la fin? Eh bien, l'erreur que je vais avoir à la fin ici, puisque cette erreur-là est une erreur relative, ce n'est pas une erreur absolue, c'est une erreur relative. Donc l'erreur relative sur des coefficients en O de 1, eh bien, va faire que l'erreur totale que je vais avoir à la fin entre U de mu moins son approximation par la somme des U chapeaux à prix de I zeta I, d'accord? Eh bien, elle va être liée à l'erreur que je fais en particulier sur le premier coefficient, donc ça va être de l'ordre de 10-2. D'accord? Si, ici, je n'apprends que les plus hauts coefficients, laissant une méthode autre connaître, déterminer les n premiers coefficients, eh bien, l'erreur relative de 10-2 ne va pas être sur des coefficients d'O de 1, mais va être des coefficients de taille phi de n. D'accord? Et donc l'erreur, U de mu moins la somme des U tilde I allant de 1 jusqu'à petit n, plus la somme de n plus 1 à grand N des U chapeau J à prix zeta J, eh bien, l'erreur d'apprentissage, elle va être liée à la taille phi de n du premier coefficient le plus grand que je vais apprendre, multiplié par 10-2. D'accord? Donc l'erreur qui est ici, l'erreur, ça va être de l'ordre de 10-2 ici, et ici de 10-2 multiplié par ce phi de n qui est là et qui tend vers 0. D'accord? Et donc ici, ici, on va avoir,
pour la même raison, un phi de P, ou P plus 1. OK? Donc, on a été conduit à proposer une méthode dans laquelle on a identifié quels sont les vrais degrés de liberté, il y en a de l'ordre de P. Et les autres, ils s'expriment en fonction de cela. D'accord? Donc ça, c'était l'idée à laquelle on a été conduit à partir des approximations quadratiques, et c'est une méthode qui marche, mais c'est une méthode qui a son inconvénient de transformer un problème linéaire en problème non linéaire, donc on peut itérer, on peut y arriver. Dans le cas où on connaît mu, et il y a des cas où on ne connaît pas mu, dans le cas où on connaît mu, eh bien on peut apprendre tous ces coefficients qui sont là. D'accord? Est-ce que ça vaut le coup? Je répète, oui, ça marche. Mais on n'a pas de maîtrise. Et pour avoir une maîtrise de l'erreur, il faut un estimateur a posteriori. Pour avoir un estimateur a posteriori, on est obligé, a priori, de reconstruire le problème. Donc, tant qu'à reconstruire le problème, eh bien, je pense qu'il vaut mieux regarder la décroissance des coefficients. Donc, oubliez ça, et regardez comment décroissent les coefficients. Regardez quelle est la taille de notre échantillon pour savoir quelle est l'erreur on va être capable d'obtenir par la méthode d'apprentissage. D'accord? Définir ces coefficients qui sont des coefficients petits pour que l'erreur relative nous donne une erreur finale qui va être plus basse que l'erreur qu'on veut obtenir à la fin, et définir les premiers coefficients au travers du problème P de mu, qui, si le problème est linéaire, va être un problème tout à fait linéaire, puisque cette expression qui est là va être une expression déterminée, apprise à partir des premiers coefficients. D'accord? Donc, la méthode qui me semble la plus raisonnable si on fait de l'apprentissage, qu'il soit apprentissage par réseau de neurones ou par d'autres méthodes, c'est plutôt cette méthode-là, où on détermine petit n à partir de la connaissance de phi de n, c'est-à-dire à partir de la décroissance des coefficients, d'accord, pour que, connaissant l'erreur a priori de notre méthode d'apprentissage, l'erreur qui est une erreur relative d'apprentissage, parce que celle-là, elle a un coût, hein. Elle a un coût, puisqu'il faut qu'on connaisse ici les premiers, un échantillonnage suffisamment grand de mon ensemble de paramètres pour être capable d'apprendre les coefficients. Donc, on détermine petit n, et on apprend des coefficients U chapeau J de mu pour J allant de n plus 1 à tout ce qu'on veut. Et ensuite, on pose le problème P de mu, dans lequel on a la somme des U chapeau I pour I allant de 1 à petit n. Et petit n peut être de l'ordre de P, mais il peut être plus grand aussi parce qu'il est lié à la taille à laquelle le phi décroît, zeta i, plus une somme de j égale n plus 1 à grand N, des U chapeau J à prix de mu, zeta j, et qui se retrouve donc dans le right-hand side. D'accord? Donc, on résout ce problème-là avec un résidu est égal à 0, d'accord, ou minimisé. Et ce résidu-là, en plus, va nous donner une estimation a posteriori de l'erreur si on est capable de le mesurer et d'évaluer, comme on avait vu, les constantes d'ellipticité ou les constantes de coercivité associées. D'accord? Donc ça me semble être une méthode pour bien maîtriser la solution. Alors, dernier point dans les 5 dernières minutes. Ici, pour construire une telle stratégie, il faut avoir un ensemble de solutions suffisamment riche. D'accord?
Alors cet ensemble suffisamment riche, il n'est pas si coûteux que ça. D'accord? Parce que ce dont j'ai besoin, c'est de connaître échantillonnage de DM. Donc là, il y a deux étapes. La première étape, c'est l'étape classique qui consiste à échantillonner S afin de construire une SVD. Donc on a un Dn qui est un ensemble d'échantillons mu pour lesquels on va calculer UH de mu et à partir de ça, on va faire du greedy ou une SVD ou ce qu'on veut. Et donc ça va nous donner une décroissance des coefficients qui va déjà nous donner une idée du phi de n qui est là. Et ça va nous donner des zeta 1 jusqu'à un zeta grand n, avec un n qui est trop grand pour être utilisable online, mais n'empêche qu'il y a un grand n qui existe et qui nous donne l'approximation qu'on va vouloir. Et l'approximation qui va être utilisée après, puisque les U chapeaux ici vont être appris dans la deuxième étape. Okay? Donc ça, c'est l'étape classique de construction de la base réduite avec un n qui est le n classique associé à un bon échantillonnage de S. Cet échantillonnage de S, il n'a rien à voir avec la taille de l'échantillonnage dont j'ai besoin pour ma méthode d'apprentissage. Celui-là, il est notoirement plus grand. Alors, est-ce que j'ai besoin de connaître les UH de mu pour mu appartenant à Dm? Alors, je vais lui mettre un prime, puisque ce n'est pas le même. Il n'a pas le même objectif. Il n'a premièrement pas le même objectif, mais il n'a pas non plus la même dimension. Il est 10, 100, 1000 fois plus grand. D'accord? Et je n'ai pas envie de calculer les solutions UH. Ben, heureusement que je n'en ai pas besoin. Parce que là-dessus, je peux remplacer ça par un UN de mu, calculé par une méthode de base réduite, coûteuse, mais c'est offline, qui va me donner une approximation des, non pas U chapeau I, zeta I allant de 1 jusqu'à grand N, mais des U, comment je vais les appeler? U tchetch. Allez, hop. C'est des U-tchetch qui sont calculés par une méthode de base réduite avec un grand N qui est très grand, c'est relativement coûteux, ce n'est pas très coûteux, ce n'est pas aussi coûteux que le UH, mais c'est trop coûteux en tout cas pour faire ça online. Mais ça me permet d'apprendre tous ces foutus coefficients dont j'ai besoin pour être capable de faire cette partie-là. D'accord? Donc ces coefficients qui sont là, ce sont des coefficients que j'ai utilisés, obtenus par une méthode de base réduite avec un grand N qui est trop grand pour être utilisé online, mais qui est acceptable éventuellement offline et qui va être en tout cas moins coûteux que les UH de mu. Je n'ai pas besoin de UH de mu pour calculer ces coefficients qui vont intervenir dans la méthode d'apprentissage. D'accord? Donc, bien deux étapes différenciées où ça, c'est ce qui me permet d'apprendre l'épaisseur de Kolmogorov et la dimension de l'espace que je vais pouvoir utiliser, où X grand N, c'est l'espace vectoriel engendré par ces machins-là. J'utilise donc dans cette deuxième étape une méthode de base réduite coûteuse, mais qui me permet d'avoir tous les coefficients qui sont là pour un très grand nombre de paramètres qui vont être utilisés dans cette étape ici pour apprendre les coefficients. Donc je répète, cette partie-là, c'est à condition où on connaît mu, et donc ce n'est pas utilisable dans la méthode PBDW ou la méthode GEIM. Très bien. C'est l'heure d'arrêter. Est-ce qu'il y a des questions ?